Je suis en duplex avec Émilie Boissin. Vous m'entendez, Émilie? Très bien, bonsoir. Bonjour. Écoutez, merci d'être avec nous. Ensemble, on va parler du corail et des récifs coralliens. Mais pour resituer dans le cadre de notre émission, il faudrait peut-être rappeler une petite chose quand même, c'est que le corail fait partie de nos ressources. Très important. Oui, parce que les récifs coralliens abritent 25% de la biodiversité marine et procurent tout un tas de services écosystémiques à la société. Donc, Voilà. sans les coraux, il n'y a pas de récifs, et sans les récifs, on a des gros problèmes. C'est un énorme lieu de reproduction pour les poissons. Et forcément, qui dit reproduction des poissons dit aussi permettre à des populations locales de pêcher. Enfin bon, c'est vraiment très important, hein. On porte beaucoup de pêcheries. Absolument. Alors, vous avez lancé en 2020, avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche, un grand projet pour mieux comprendre justement comment vivent les coraux et savoir s'ils seraient capables de s'adapter au changement climatique. On va y revenir dans le détail. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous nous commentiez cette image vraiment étonnante qu'on devrait voir maintenant apparaître. Voilà, c'est un time-lapse, comme on dit. Voilà, c'est donc des coraux Acropora qui sont filmés en accéléré et on voit que le corail change de couleur et expulse en fait des petites cellules. Et je ne sais pas si vous voyez Oui, bien. oui, on voit très bien. Projeté dans l'eau et du coup, voilà, le corail est passé de sa couleur normale à une couleur blanchie. C'est ce qu'on appelle le blanchissement corallien. Voilà, alors on a vu cette image, ça va nous permettre de revenir dans le détail sur la vie du corail. D'abord, il faut rappeler quand même que c'est un animal et que pour bien vivre, le corail vit en symbiose, en colocation, on pourrait dire, avec une algue. Voilà, avec des microalgues qui vraiment sont essentielles. On parle de symbiose parce qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ces microalgues vont fournir à peu près 90% de la nourriture aux coraux qui vont leur permettre de grandir, de se développer et de former les récifs coralliens. Et donc, on peut toujours revoir l'image, hein, si on veut, quand l'environnement est perturbé. Quand il y a une acidification, quand il y a un réchauffement de l'eau, ces petites algues qui sont indispensables à la vie du corail s'en vont. Voilà, parce qu'elles vont produire, en fait, quand elles vont être stressées, elles aussi, des composés toxiques et le corail va devoir les expulser parce qu'elles deviennent toxiques, tout simplement. Donc la première réaction, c'est de les expulser. Et c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, le corail devient blanc. Voilà, puisque c'est ces petites algues qui ont les pigments, puisqu'elles ont la chlorophylle A qui leur permet de faire la photosynthèse. Et si ces algues sont expulsées, elles partent avec leurs pigments et du coup on voit le corail avec ses tissus transparents qui par eux-mêmes n'ont pas de couleur. Une petite précision, quand on dit que le corail devient blanc, est-ce que ça veut dire qu'il finit par mourir ou pas? Non, pas forcément. Si ce stress ne dure pas trop longtemps dans le temps et que par exemple la température de l'eau va redescendre, eh bien le corail peut récupérer ces microalgues qui sont présentes dans l'eau naturellement pour qu'elle l'aide à se régénérer et lui refournisse assez d'énergie pour continuer sa croissance. D'accord. Vous étudiez un corail, parce qu'il y en a pas mal, hein, de différents. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein. C'est le corail de feu. On l'appelle comme ça d'ailleurs parce qu'il est un peu urticant. Il ne faut pas se frotter dessus, hein, quand on plonge. Voilà, exactement. Alors, ce n'est pas un vrai corail, c'est un cousin des coraux parce qu'en fait, c'est un hydraire. Et on l'appelle même le méchant cousin des coraux, puisque comme vous avez dit, il est urticant, il n'a pas perdu ses capacités urticantes, parce que c'est aussi un cousin des méduses. Et ce corail de feu, il est vraiment très peu étudié, puisque finalement, il a été mal aimé pendant très longtemps. Ah oui. C'est pour ça que je me suis intéressée à lui dans mes études. On a encore beaucoup de choses à découvrir. D'accord, et c'est un corail qui est intéressant parce que ça pourrait être un bon candidat pour étudier les coraux qui pourraient résister au changement climatique. Oui, il fait partie. Déjà, c'est un modèle un peu à part et qui permettra d'être comparé aux coraux. Et il fait partie de ces coraux qui seraient peut-être gagnants en cas de changement, enfin, en subissant le changement climatique. Parce qu'on voit des fois qu'il est blanchi moins vite ou qu'il récupère plus vite après un blanchissement. Donc, il a peut-être une résilience meilleure. D'où l'importance d'étudier tous les mécanismes à l'intérieur. C'est ça. Alors, on a bien compris de quoi le corail a besoin pour vivre. Une petite algue, ça varie en fonction des espèces de corail. Et vous, le but de votre recherche, c'est de dire, finalement, il y a un changement. Il faut s'adapter à un moment donné. Est-ce qu'il y a des algues
qui résisterait mieux, qui permettrait donc de rester avec le corail et de lui permettre de survivre. Voilà, exactement, parce qu'on sait que selon les souches de microalgues, elles confèrent pas les mêmes susceptibilités, pas les mêmes propriétés aux coraux. Il y en a qui vont leur permettre de vivre dans des environnements plus chauds ou avec plus de lumière ou de supporter de l'acidité. Donc au plus on arrive à caractériser ce qu'il y a à l'intérieur du corail, au plus on va comprendre comment ils vont pouvoir s'adapter. Comment vous faites? Vous allez sur le terrain? Alors vous les suivez peut-être en aquarium, c'est sûr, mais il faut les suivre dans la nature aussi. Comment procédez-vous? Oui, il y en a toute une partie un peu exploratoire où, par exemple, le projet va se développer sur 3 îles, à La Réunion, à Montréal et à Taïwan. Et on fait le tour de l'île et on collecte à des sites répartis tout autour des îles des coraux de feu, parce qu'on sait qu'il y a une grande variabilité spatiale et il faut d'abord, la base de tout projet, c'est de connaître cette variabilité spatiale. Quelle espèce de corail de feu est liée à quelle microalgue et quelles bactéries sont également présentes dans ce microbiome. Pourquoi précisément ces 3 sites? Alors, parce que le CRIOB, on est une station de recherche focalisée sur les récifs coralliens. Donc moi, je suis basée à Perpignan, mais on a forcément une station de recherche en Polynésie française, hein, là où il y a des récifs. Oui. La Réunion, parce que j'ai pu travailler pendant les années précédentes à La Réunion, donc je connais bien aussi l'île et le modèle là-bas. Et Taïwan, parce que j'ai un collègue aussi à Taïwan, et qu'il y a quelque chose de très intéressant à Taïwan, il y a un gradient de température entre le nord et le sud. Donc on va pouvoir récolter les coraux de feu tout le long de la côte taïwanaise, la côte est, et voir s'ils sont assimilés, associés à certaines bactéries et algues au nord et d'autres au sud, par exemple. Et ça, c'est un laboratoire naturel. D'accord. Ça, c'est un programme forcément qui demande du temps. Il faut les suivre longtemps. Voilà. En plus de cette découverte un peu spatiale sur les 3 îles, tous les 3 mois, les équipes qui collaborent avec nous vont récolter des échantillons, et ça pendant 3 ans, pour vraiment voir en fait la variabilité temporelle de ce microbiome. Est-ce que les algues et les bactéries changent en fonction des saisons, saison froide ou saison chaude, ou alors en fonction du stade de reproduction des coraux, puisqu'on sait par exemple chez l'humain que les femmes enceintes n'ont pas le même microbiome, n'ont pas les mêmes bactéries que des femmes non enceintes. D'accord. Donc, vous allez les étudier pendant 3 ans sur le terrain, évidemment, pour faire avancer un petit peu les choses un petit peu plus vite. Excusez-moi, vous reproduisez les conditions naturelles, malgré tout, dans des aquariums? Exactement. Il y a un 3e volet, en plus du volet spatial et temporel, qui va être expérimentation en aquarium. Et là, on va faire en fait des expériences de stress thermique et acide. On va donc augmenter la température ou augmenter le pH ou une combinaison des deux pour voir ce qui se passe à l'intérieur du corail. Est-ce que les communautés de bactéries vont changer? Est-ce que les communautés d'algues vont changer avec plutôt un type d'algue qu'une autre? Et est-ce que selon les espèces de coraux de feu et les algues qu'ils ont à l'intérieur, est-ce qu'ils vont blanchir plus ou moins vite ou supporter plus ou moins les variations? D'accord. Je vois un livre juste derrière vous, Tara Pacific. En fait, vous avez commencé, vous avez voulu faire cette recherche à long terme, on va dire, après avoir participé à l'expédition Tara Pacific, qui était justement sur les coraux, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans Tara Pacific, on est parti étudier pendant 2 ans, en faisant tout le tour de l'océan Pacifique, 3 espèces de coraux, dont les coraux de feu. On voit ici des images. Oui. Et afin en fait de découvrir cette diversité du microbiome qui est encore pratiquement inconnue, puisque jusqu'à récemment, quand on n'avait pas les technologies de séquençage actuelles, on ne pouvait pas découvrir toute la diversité de ces bactéries et de ces algues. Et donc, quand on a fini ce projet Tara Pacific, je me suis rendu compte que une des critiques de ça, c'était qu'on avait une image instantanée, une image à un temps T de comment était le microbiome pour tel ou tel corail à tel endroit, mais qu'on n'avait pas du tout de suivi temporel, et c'est vraiment quelque chose qui manquait. Et quand j'ai fait la littérature, j'ai bien vu qu'à part des études sur une année, il n'y avait rien du tout, d'où ce projet de suivi temporel des coraux de feu. D'accord. Donc là, on voit dans le film un peu tout ce qu'on fait. On sélectionne les colonies et on prend des petits bouts de coraux qu'on va ensuite séquencer. Donc on en est au stade où il faut trouver une façon de sauver les coraux, quoi, dans l'hypothèse d'un changement climatique qui s'accélère. Voilà, exactement. On sait que ça va trop vite et que le corail en lui-même, l'adaptation de l'organisme hôte va mettre longtemps, alors que changer
le type d'algue ou le type de bactérie, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus rapidement et qui va lui permettre potentiellement de s'adapter. D'accord. Il y a des choses qui se font comme de l'évolution assistée, où justement on va inoculer un type de microalgue si on pense qu'elle est meilleure dans certaines conditions. D'accord, c'est très clair, Émilie. On vous souhaite vraiment beaucoup de courage parce que dans les années à venir, vos laboratoires, ça va être la Polynésie, ça va être Taïwan, ça va être la Réunion. On est un peu décalé dans le temps à cause de la pandémie et de tous les pays où on ne peut pas aller, en espérant que l'année prochaine, on puisse partir à Taïwan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.